Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Mathilde. Bonjour à tous. Ça va bien? Ça va bien et toi, Nicolas? Très bien aussi. Cette fois-ci, tu viens nous parler de la formation d'entreprise qui est essentiellement la suite du premier épisode qu'on a enregistré sur le projet de loi qui réforme la protection des renseignements personnels au Québec. Communément appelé soit la loi 25, soit le projet de loi 64, tout dépendant de quelle école de pensée on se trouve. Exactement. Dans le fond, les deux sont valides maintenant. C'est qu'on a créé, on aime ça doubler les choses. Bref, cette fois-ci, on va aborder la formation d'entreprise, qui est un élément très important, qui justement va aider les gens à connaître les implications de la nouvelle loi, les nouvelles responsabilités de l'entreprise et comment tout ça se place. Donc, je vais te laisser amorcer sur le sujet, puis dans le fond, avec la première question, pourquoi on doit justement faire ça? Moi, je pense que c'est le fun parce que je suis dans le domaine, mais toi, tu es plus collé, fait qu'on te fait justement des bonnes justifications pour que les entreprises amorcent cette formation-là. Exactement. En fait, la formation d'employés, c'est un élément essentiel quand on va se mettre en conformité par rapport à la législation sur la protection des renseignements personnels, parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on vient intégrer dans les entreprises. Et il faut que chaque individu dans l'entreprise qui va jouer un rôle comprenne les implications et quelles sont les actions à mettre en place, quelles sont les règles à respecter, comment savoir répondre aux personnes concernées quand il y a des questions, comment traiter les renseignements personnels au quotidien. Donc finalement, la formation, c'est ce qui va permettre à l'entreprise d'assurer que les personnes comprennent bien ces enjeux-là, que ses employés les comprennent, puis ça va développer la culture dans l'entreprise et faciliter la mise en place de la conformité. Donc c'est vraiment, je dirais, un des points essentiels pour limiter tous les risques associés à une non-conformité, à une violation de données, et puis s'assurer que les employés sachent faire ce qu'ils ont à faire dans toute cette histoire. Ouais. Absolument, c'est ça. La connaissance, c'est justement très importante. Pour ça, les employés vont comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Puis c'est un peu, généralement, s'ils comprennent pas, ils vont le faire bêtement. Ils le font pas avec la pleine saveur. Donc, c'est justement très important de leur faire comprendre. Je trouve ça même plus important jusqu'à certains égards que les campagnes de phishing, par exemple, ou ces genres de formations-là qui sont un peu plus abstraites. Dans le cas, là, on est vraiment dans du réel, dans du concret, qui a un impact réel sur l'entreprise. Fait que c'est pour moi beaucoup plus important et beaucoup plus facile à certains égards de le faire. Je dirais même que les campagnes de phishing vont pouvoir s'intégrer dans toute cette formation liée à la protection des données, puisque justement, on va pouvoir travailler sur le risque, les mesures de sécurité, faire des tests de connaissances. Pourquoi pas en faisant une campagne de phishing et s'assurer que les employés savent quoi faire dans ces situations. Mais en tout cas, c'est sympa de voir. Absolument. Puis j'aime l'angle que tu apportes parce que ça donne un sens aux campagnes de phishing. Parce que jusqu'à présent, les campagnes de phishing n'ont pas de portée ou que les gens ne comprennent pas le sens qu'on leur donne. Dans le fond, on fait juste leur faire accroire des choses puis les mesurer par rapport à ça. Là, on a vraiment un cadre légal, des conséquences réelles sur l'entreprise. Donc, on est capable de rattacher les deux ensemble. Puis je pense que l'effet est encore multiplié, l'effet de la formation puis ce que ça donne, mais d'avoir cette base-là au départ. Tu mentionnais que, il faut donner une bonne portée à cette formation-là pour qu'elle atteigne les bonnes personnes et qui elle doit atteindre. Alors, c'est une bonne question parce que souvent, quand on parle de formation, on pense aux employés. C'est sûr que c'est les premières personnes qui vont utiliser, collecter les renseignements personnels pour l'organisation. Donc, c'est les premiers à avoir besoin d'une formation. Mais par contre, on peut identifier d'autres personnes au sein de l'organisation qui vont avoir besoin peut-être d'une formation plus poussée. Lors du précédent podcast, on a mentionné le responsable de la protection des renseignements personnels, qui est vraiment la personne qui porte le projet de la conformité. Déjà, rien que cette personne, elle est supposée être un peu l'expert au sein de l'organisation pour traiter la protection des renseignements personnels, gérer ce projet de conformité. Cette personne, elle a besoin d'être formée. Alors, ça va pas forcément se faire au sein de l'organisme, mais ça va peut-être être des formations qui vont être externes. On a besoin d'avoir des personnes formées à ce sujet. Puis après, on va avoir l'intermédiaire entre ce responsable de la protection des renseignements personnels et les employés.
On pourrait parler de champion de la protection des renseignements personnels, on pourrait parler de référent. En général, on aime que ce soit les managers qui assurent ce rôle de référent. C'est une pratique assez courante, mais ça pourrait être aussi des employés qui montrent un intérêt un peu plus poussé sur la protection des renseignements personnels, qui pourraient être identifiés comme des personnes qui vont aider le responsable de la protection des renseignements personnels à supporter les employés et donc à contribuer au développement de la culture au sein de l'organisation. Et pour ça, ces référents, ces champions, ils ont peut-être besoin d'une formation un petit peu plus poussée par rapport à ce qu'on proposerait à tous les employés, pour pouvoir faire l'intermédiaire et faciliter la communication entre les différents rôles du RPRP et des employés. Donc je dirais que c'est des rôles à identifier pour qui on va peut-être proposer des formations un peu plus différentes selon l'impact de l'organisation. Justement, ça mène sur le sujet, ou en tout cas le sujet suivant, que c'est très, très bien, justement, se questionner sur le programme, les questions qu'on doit se poser, comment on doit le constituer, comment l'élaborer. Là, tu mentionnais qu'effectivement, il y a certains types de personnes qui doivent avoir des formations différentes, plus ou moins poussées ou dans des axes un peu différents, dépendant de la nature de ces personnes-là. Donc, est-ce que tu peux un peu élaborer sur le fait de comment structurer et les bonnes questions à se poser justement pour nous aider dans cette structure-là? Oui, c'est vrai que quand on va construire notre programme de formation, il faut se poser la question de à qui va s'adresser la formation, quels sont les objectifs aussi qu'on veut atteindre quand on va créer cette formation. Mais il y aura des impacts aussi liés au budget. Par exemple, en fonction d'une organisation à une autre, le budget va être plus ou moins important, ce qui va pouvoir impacter la manière dont on va livrer la formation. Par exemple, le fait d'appeler des experts externes à l'organisation. Donc, qui va intervenir pour donner cette formation? Est-ce qu'on a des personnes à l'interne qui sont capables de fournir cette formation? Par exemple, le RPRP pourrait être la personne qui va le faire. Faut qu'elle ait les connaissances aussi pour le faire, parce que là, normalement, on a déjà désigné notre responsable de la protection des données au moment où on se parle. On est censé avoir désigné cette personne qui, par principe, ça va être le responsable de l'organisation, le PDG. En général, cette personne n'a pas nécessairement les connaissances. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment le PDG qui va aller faire la formation aux employés sur la protection des renseignements personnels? Je sais pas. Mais par contre, on peut peut-être identifier des personnes dans l'organisation, comme au sein du service informatique, des technologies de l'information, qui pourraient peut-être avoir certaines connaissances dans le domaine. S'il y a un service légal, peut-être que les avocats ou juristes dans l'entreprise pourraient aussi aider à développer cette formation. Mais peut-être qu'on a besoin aussi d'experts externes pour supporter la création de cette formation. Donc ça, c'est quelque chose à considérer aussi au moment où on va créer tout ce programme. Quelles sont les personnes dont on a besoin pour s'assurer que le programme de formation est bien créé? Et là, on parlait du budget. Forcément, les impacts liés au budget vont pouvoir se ressentir dans les choix de l'organisation. Donc ça, je dirais, c'est peut-être les premières questions à se poser. Il y a une petite analyse à faire au préalable. Puis après, on peut penser à tout ce qui est la forme qu'on veut donner à la formation. Parce qu'il y a tellement de moyens de former les personnes. Souvent, on pense à des blocs de formation de 1 à 2 heures où on va parler aux employés, où on va leur expliquer quelles sont les règles et c'est terminé. Selon moi, c'est pas forcément la meilleure manière de former les gens parce qu'on va nous parler de protection des renseignements personnels pendant 1 ou 2 heures dans l'année. Et puis peut-être que l'année suivante, on va renouveler la formation, puis on n'en entend plus parler pendant 1 an, etc., etc. Donc peut-être qu'il y a des moyens de mettre en place la formation avec
un certain type de forme. Je pense par exemple en proposant, est-ce qu'on veut faire de la formation en personne, qui peut créer un impact un peu plus important, qui peut permettre d'ouvrir un peu plus la conversation, que lorsqu'on fait des formations en ligne, par exemple avec du e-learning. Après, ça dépend aussi, là encore, du profil de l'organisation. Est-ce que ça se prête aussi au profil de l'organisation, hein? Ça, c'est des questions auxquelles il faut penser. En tout cas, il y a plein de manières de proposer du contenu qui permet de susciter l'intérêt auprès des personnes, avec des vidéos, avec de la lecture, des articles de blog par exemple, ou encore des discussions ouvertes avec parfois des invités ou un client qui pourrait partager une expérience avec l'entreprise et les employés. Ça pourrait être des jeux, des quiz qu'on propose aux employés pour voir s'ils ont bien compris les concepts, et puis parfois même donner une récompense, j'en sais rien, parce que ça dépend vraiment de la culture de l'organisation, mais c'est des formes possibles. Oui, puis c'est important de se poser la question, puis je pense qu'il y a peu de compagnies qui se sont posées la question par le passé parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à ce genre de choses-là. Peut-être les organisations plus col blanc, là, avec des bureaucrates, où moi je travaille principalement. Fait que c'est sûr qu'on est plus familier avec ça, mais quand on tombe un peu plus dans l'industriel, je suis pas convaincu qu'ils ont déjà eu à devoir faire ce genre de choses-là. Donc, eux autres, les questions qui doivent se poser sont d'autant plus compliqué pour eux en apparence parce qu'ils n'ont pas de préalable. On mentionnait justement les campagnes de phishing. Ben, c'est rendu quasi normal d'opérer ça dans les entreprises plus bureaucratiques, moins dans l'industriel finalement, que dans les compagnies hautes. Donc, de voir comment tout ça doit s'adapter à la réalité de l'entreprise, à comment les gens, puis justement quel type de message, on en revient toujours à quel type de message on doit transmettre aux bonnes personnes. Là. Les opérateurs de machines ne doivent pas avoir le même type de formation que les personnes qui manipulent les données RH, par exemple. C'est pas le même. Complètement. C'est pas le même objectif. Justement, on n'arrive pas exactement aux mêmes choses. C'est vrai, en fait, quand tu me parlais du public visé, qui on peut penser, il y a aussi justement, j'ai pas pensé à le mentionner, mais j'avais parlé des référents qui sont en général le top management et les employés, mais il y a aussi dans ces employés des catégories qui sont plus susceptibles de traiter des renseignements personnels, qui vont avoir un impact plus important. Le service des technologies de l'information va avoir un impact énorme sur la manière dont on va sécuriser les données personnelles. Et donc, pour eux, c'est intéressant de proposer du contenu qui soit lié à leur activité. ORH, marketing, c'est aussi des services qui sont amenés à traiter les renseignements personnels, parfois sensibles et parfois de manière à faire du profilage sur les individus pour pouvoir faire un meilleur marketing, une meilleure communication externe, etc. Ça va avoir des impacts qui sont tellement importants que c'est intéressant d'avoir une formation peut-être un peu différente que celle de tous les employés. C'est sûr qu'il faut adapter son discours aussi, parce que des personnes qui n'ont jamais entendu parler de protection des renseignements personnels ou même de sécurité, il faut savoir adapter le discours auprès de ces personnes pour qu'il y ait quand même une forme d'adhérence à tous ces concepts derrière, que ce soit compris. Ce que j'aime bien faire quand je fais de la formation, c'est d'essayer de faire comprendre quel est l'impact du traitement des renseignements personnels sur une personne. Parce que quand on est dans l'entreprise, on ne pense pas nécessairement à ces renseignements personnels, mais finalement, les premières personnes concernées par l'utilisation de renseignements personnels dans une organisation, c'est nous en tant qu'employés. Puisqu'on est premiers qui vont donner des informations personnelles, même sur notre famille, parfois, pour les questions d'assurance, etc. Il y a tellement de renseignements que l'organisme a sur nous que finalement, je trouve ça intéressant de faire prendre conscience de cet aspect aux personnes pour comprendre quel va être l'impact qu'ils vont pouvoir avoir sur leur la protection de leurs propres données dans leur activité quotidienne. Donc en tout cas, je
dirais ça, c'est peut-être mon petit tips là-dessus, mais c'est ça, faire prendre d'éveiller conscience. les gens, c'est une très bonne chose. De plus, ben là, tu glisses vers justement l'autre sujet, c'est justement les exemples que vous avez utilisés chez Hitachi. Comment vous l'avez opéré, comment vous l'avez exécuté. Puis je pense que c'est d'en parler justement va mettre encore plus d'importance sur ce qu'on a parlé précédemment, puis justement comment vous avez réussi à matérialiser ça chez vous, puis justement de pouvoir le faire bénéficier aux autres. Alors, en tout cas, j'espère qu'on a réussi. Mais nous, ce qu'on a fait, d'abord, on a préparé une formation initiale qu'on a proposée à tous nos employés et qu'on continue à effectuer à l'arrivée de nouveaux employés avec les nouveaux employés. On continue à faire cette formation initiale qui donne les bases des règles qu'on va appliquer dans l'organisation. Alors nous qui n'avons pas seulement la loi au Québec qui s'applique, on a aussi la loi au niveau Canada. On a aussi la loi par exemple liée à la réglementation européenne qu'on a pris comme exemple et sur lesquels on s'est beaucoup appuyé. Du coup, on a essayé de construire quelque chose d'harmonisé par rapport à toutes ces législations pour apporter du contenu par rapport à quels sont les grands principes à respecter et comment les respecter. Donc ça, je dirais, c'est la formation initiale. Puis après, on a développé la formation continue qui permet de donner du contenu et de sensibiliser au quotidien nos employés. Donc ça peut passer par des communications simplement du DPO. Dans mon rôle de DPO, je vais faire quelques communications de manière ponctuelle, je dirais, sur par exemple une actualité ou sur un enjeu qu'on aurait pu rencontrer à l'interne et le transformer en un exemple au sein de l'organisation pour éviter qu'il y ait des erreurs qui se produisent. Puis après, on a aussi imaginé, pourquoi pas, proposer des vidéos à nos employés et des articles de blog, comme je le mentionnais tout à l'heure. Donc en fait, on propose du contenu régulièrement sans avoir de gros blocs de formation, mais du contenu régulier pour s'assurer que on attise et qu'on rappelle l'existence de la protection des renseignements personnels dans le contexte qu'on connaît. Et puis ce qu'on a fait, ce que je trouve qui peut être intéressant aussi pour toutes les autres entreprises, c'est qu'on a utilisé la journée de la protection des données, le Privacy Day, qui arrive tous les ans le 28 janvier. C'est vraiment la journée qui est dédiée à la protection des données, où si on va sur Internet, à cette période-là, il y a tellement de contenu autour de la protection des données qui est proposé par les avocats, par les professionnels de ce monde-là, par même le commissariat à la protection des données du Canada ou même la CAI, la Commission d'accès à l'information. Il y a de la publication en matière de protection des données pendant cette journée-là. Et nous, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a même créé une Privacy Week. Donc, on l'a utilisé sur une semaine entière pour proposer du contenu à nos employés, où on a fait un quiz. Donc on leur a fait un petit jeu pour voir s'ils avaient bien compris les règles qu'on leur avait apprises pendant les dernières années en matière de protection des données. Donc c'était intéressant de pouvoir voir le niveau de compréhension et on a été plutôt satisfaits. Parfois on avait des réponses un peu surprenantes, mais c'est des choses qui arrivent. Mais on était plutôt satisfaits du résultat. Puis ça, c'était une première activité qu'on a proposée. Puis une deuxième activité qu'on a proposée, c'était sous forme un peu de challenge où on leur demandait de nous proposer une pratique que eux ils appliquent au quotidien qui permet de protéger les renseignements personnels pour pouvoir les partager aux employés. Donc c'était comme en quelque sorte une collecte de conseils auprès de nos employés pour pouvoir partager la manière dont les renseignements peuvent être protégés au quotidien, même en tant que personne, dans leur vie quotidienne en dehors du travail. Donc c'était très intéressant d'avoir justement la perspective parfois
de personnes qui sont en plus dans un environnement très technique, parce qu'on est une entreprise de cybersécurité. Donc parfois c'était étonnant de voir le contraste entre ce que proposaient les personnes qui sont plutôt du côté administratif et puis les personnes du côté de la cybersécurité. Mais c'était un bon partage de connaissances entre ces deux milieux, je dirais, en quelque sorte. Ça, c'était super chouette. Oui, je trouve que c'est une excellente idée, justement, cette contribution-là de terrain des gens sur comment permettre ce genre de choses. On permet justement, ça module le discours. Puis j'imagine, oui, qu'effectivement, les gens cyber ont dû sortir des affaires qui peuvent paraître assez étranges pour le commun des mortels, parce que les préoccupations puis les choses, des fois, sont pas nécessairement les mêmes. C'est ça. Mais c'était très sympa. Puis finalement, il y avait des très bons conseils. Donc, on se rend compte que là encore, la formation a quand même porté ses fruits, mais c'est une manière aussi de susciter un intérêt en faisant des petites activités comme ça. Puis à la fin, en fait, le jour de la protection des données, c'était le vendredi. Et le vendredi, on a fait un peu le bilan de toute la semaine et puis de tout ce qui a pu être retiré de ces discussions pendant la semaine. Et donc, c'était plutôt une discussion ouverte où les gens pouvaient se joindre à nous. C'est sûr que c'était virtuel, donc c'était peut-être plus facile de réunir le monde, mais en même temps, les interactions sont un peu plus compliquées aussi, parce qu'on est un peu plus timide quand on est derrière nos écrans. On n'allume pas nécessairement notre micro. Donc, en tout cas, c'était un choix que nous, on avait fait et qui se prêtait à notre environnement. Mais je trouve que ça a porté ses fruits et en fait, utiliser cette date, parce que nous, on avait les moyens aussi de construire tout ça par nous-mêmes, parce qu'on avait l'expertise en interne, on avait le temps pour le créer, on y avait bien réfléchi. Mais pour une entreprise qui n'a pas nécessairement cette expertise en interne, finalement, c'est le moment peut-être d'aller chercher du contenu auprès d'autres organisations, auprès d'experts qui proposent des activités quotidiennes pendant cette période-là. Nous, par exemple, on avait proposé une formation initiale à tous ceux qui voulaient se joindre à notre webinaire. Donc finalement, on avait proposé une formation initiale pour les employés, pour que nos clients puissent voir ce qu'on faisait. Et puis, pourquoi pas permettre à leurs employés d'être formés par la même occasion. Donc, c'est des choses qui existent et ça peut être des solutions aussi pour développer un peu la formation à l'interne. Très intéressant. Là, au moment de l'enregistrement, là, je dévoile le moment, on enregistre le 21 septembre, qui est la veille de l'application de la loi au Québec. Là, vous vous êtes parlé du passé, ce que vous avez fait en prévision de ce qui s'en vient. Qu'est-ce que ça va ressembler après? Parce qu'il y a quand même une continuité. On n'abandonne pas la formation une fois que la loi est en action, puis pouf, tout est magique. Là. Il y a quand même un élément beaucoup plus soutenu qui doit être fait. Exactement. C'est pour ça que la formation continue est essentielle, parce que ça permet de continuer à proposer de la formation et de permettre à informer nos employés de l'évolution législative. Donc nous, on a aussi prévu de faire une certaine communication par rapport à la loi. Ils sont déjà au courant qu'elle existe et qu'elle arrive en application, mais ça va être l'occasion de réitérer tout ce qu'on a pu revoir par rapport aux besoins liés à la loi 25 ou au projet de loi 64, justement pour le Québec, parce que on a aussi des nouvelles exigences qui arrivent pour lesquelles on n'était pas nécessairement soumis dans nos activités. Donc il y a des choses dont ils vont devoir être informés, et ça va être essentiel de les maintenir à jour en tout cas. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qu'on a en tête. J'avais pensé pour l'instant à faire des vidéos, partager du contenu comme lié aux publications qu'on peut avoir sur Internet pour proposer de la lecture à nos employés. On leur apporte une sorte de newsletter pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe et qu'ils puissent piocher les informations qu'ils veulent et qui leur semblent intéressantes aussi pour eux, bien qu'on ait déjà fait un tri pour eux.
Après, je pense que pour l'année prochaine, on va réitérer les activités du 28 janvier justement pour reproposer une activité. C'est vraiment l'événement annuel, je dirais, pour nous. Puis après, on peut jouer avec d'autres dates, parce que je parle de la journée de la protection des données, mais il y a aussi des journées comme ça en cybersécurité. Peut-être l'occasion d'unir les forces entre les équipes de cybersécurité et de protection des données pour proposer du contenu un peu plus précis ou sur un domaine un peu plus spécifique. Justement, pourquoi pas faire une campagne de phishing pendant le mois de sensibilisation à la cybersécurité qui se passe au mois d'octobre. Donc ça, c'est des idées un peu qu'on a, en tout cas sur lesquelles on travaille. Parce que finalement, je trouve ça intéressant parce que tu amènes des concepts où tu vas bâtir des ponts, entre autres entre les gens de la PRP et les gens plus en technologie ou en cybersécurité. Normalement, ces ponts-là sont pas toujours bien construits, puis c'est une très belle opportunité de les bâtir de façon beaucoup plus robuste, puis justement de permettre un échange continu entre ces groupes-là, parce que un est responsable du contexte, l'autre est responsable des moyens en général, donc c'est que ces deux se parlent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se parle aussi, qu'on fait ça justement, pour qu'on fasse le pont, que ça soit pas juste abstrait et légal, mais que ça devienne terrain réel. Puis de la formation, ça en est, mais les moyens technologiques aussi. Fait que c'est des très belles opportunités de mélanger toutes ces compétences-là en entreprise pour à travers des formations. C'est vraiment chouette. C'est pas nécessairement facile. Je dirais, c'est peut-être un des plus gros challenges quand on construit même notre programme de conformité. C'est moi, dans mon rôle quotidien de délégué à la protection des données, qui est l'équivalent du RPRP, mais qui est plutôt le rôle européen, je suis pas experte en tout. Je connais tous les environnements qui sont liés à la protection des renseignements personnels sur le plan légal, après sur le plan de la sécurité. Mais j'ai besoin des experts pour me supporter dans tout ça. Donc c'est pour ça que je travaille beaucoup avec l'équipe de conformité de l'entreprise, avec l'équipe de sécurité, notre CISO. C'est important de travailler avec eux parce que c'est eux après qui vont pouvoir me supporter dans toutes ces activités. C'est pas forcément facile tous les jours parce qu'on parle pas nécessairement le même langage et c'est peut-être le défi du RPRP aujourd'hui, c'est de pouvoir parler tous ces langages et puis de se comprendre. Mais c'est ça aussi qui rend la job intéressante, dans notre quotidien. Sans le challenge, ce serait pas drôle, mais je trouve que c'est aussi ce qui va nous permettre de faciliter après notre travail à terme. Et puis, je pense que les échanges sont bénéfiques pour chaque partie dans toute cette histoire, dans toute cette affaire. Donc, parce que quand on protège les renseignements personnels, on va protéger aussi les autres informations confidentielles. On va pouvoir utiliser ces pratiques-là pour protéger toutes les autres informations confidentielles qui ne sont pas des renseignements personnels. Puis inversement, donc c'est ça, on peut toujours bénéficier de l'expertise des autres. Donc c'est ce que j'essaye de faire et j'essaye de faire au mieux. Je ne sais pas si c'est parfait, mais en tout cas, c'est le défi et c'est ça qui est chouette. Très intéressant, oui. Puis c'est justement, c'est ça, de bâtir ces ponts-là, ces ponts de communication-là qui ont été peut-être plus faibles jusqu'à présent. Je pense que ça fait un bon tour d'horizon de justement la formation en entreprise. Je pense qu'on va conclure sur ça, sur le fait que c'est important les mélanges, c'est important les collaborations entre équipes et entre disciplines. Je te remercie énormément encore pour le partage, surtout pour le partage des informations qu'est-ce que vous avez fait chez Hitachi. Puis, on va continuer la série parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à continuer à explorer justement sur ces choses. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.